Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette semaine de la prévention, à ce webinaire sur le risque routier dédié aux chefs d'entreprise et aux encadrants. Merci, donc c'est une déclinaison des journées de la prévention classiques de la fédération qui le font. Là, ça s'est décliné en 100% en visio. C'est une action qui est pilotée par la Fédération française nationale. C'est elle qui anime tous ces webinaires et déclinée par les fédérations départementales au niveau des adhérents. Voilà, donc moi je vais me présenter, je m'appelle Pierre-Jean Lecas, je suis conseiller en prévention à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, l'OPP-BTP. J'anime depuis les locaux de la Fédération française FFB 13, en région PACA, plus précisément à Marseille. Je suis accompagné par une personne que vous ne verrez pas, que vous n'entendrez pas, mais qui va faire un gros travail. Il s'appelle Vincent Langoski, il est modérateur, c'est celui qui est derrière, en back-office, qui est derrière, qui va suivre le fil de discussion, parce que ce webinaire se veut ludique et interactif, et donc il va être derrière, il va prendre, voilà, donc on le remercie. Et je vais laisser se présenter mes collègues. Bien, bon, ben, j'y vais. Alors, Christophe Desplat, je suis ingénieur conseil national à la Caisse nationale d'assurance maladie. J'ai en charge les activités du comité technique national B, c'est-à-dire les activités du bâtiment et des travaux publics. Et bonjour à tous, moi c'est Jérémy Laurière, je suis intervenant en prévention des risques professionnels à l'AMCO BTP, un service de santé au travail. Je suis basé à Limoges et je rayonne sur la Haute-Vienne et la Creuse. Et mon service a également la Dordogne. Donc, si vous êtes inscrit sur d'autres sessions, vous aurez pu voir ma collègue sur le thème accueil et sécurité. Merci. Alors, comme je vous disais, ce webinaire se veut interactif. Nous allons vous mettre à contribution à travers des petites questions qu'on va vous poser sur des tests de connaissances, sur vos bonnes pratiques. On va vous demander d'échanger avec nous à travers le fil de modération. Lors de ces échanges et lors du déroulé de ce webinaire va arriver ce qu'on appelle un mot-clé, un mot secret. C'est un mot qui va apparaître dans le webinaire et qui n'a rien à faire dedans. C'est un mot qu'il va falloir que vous notez et il vous servira à être retranscrit en fin de webinaire sur le questionnaire de satisfaction, le questionnaire qui va vous être envoyé en fin de webinaire, qui va attester de votre présence sur ce risque routier. Il va falloir répéter ce mot-là. On en reparlera tout au long du déroulé. Alors on va commencer par une petite vidéo. La prévention, c'est toute l'année sur vos chantiers pour travailler en sécurité. Mais la semaine de la prévention, vous connaissez ? Eh bien, c'est faire le point, échanger et partager les bonnes pratiques de prévention contre les risques professionnels du bâtiment. 5 jours pour répondre aux questions prévention que l'on se pose toute l'année quand on veut améliorer la prévention dans son entreprise. Et oui, parce qu'on ne joue pas sa sécurité sur un chantier. C'est risqué. Ça vous dit ? Alors connectez-vous. Retrouvez les préventeurs en ligne avec un dispositif de webinaire ludique et interactif adapté à chacun. Si vous êtes chef d'entreprise, encadrant ou salarié. Une semaine pour découvrir des solutions prévention concrètes pour un chantier 100% gagnant. La semaine de la prévention est organisée par la Fédération française du bâtiment, accompagnée par l'OPP-BTP, les CIST BTP et la CNAM. Voilà, nous sommes donc rentrés en matière. On va commencer par un petit test de connaissances. Alors, ça va être quelques petites questions. On va faire un petit sondage, voir un peu où vous en êtes au niveau sur quelques questions clés, bien sûr sur le risque routier. Vincent, qui est en back-office, va nous faire remonter une tendance à travers le fil de discussion et on pourra échanger suivant les tendances. Alors, dans le BTP, le risque routier est pour vous un risque qui est réponse 1 négligeable, réponse 2 moyennement important, réponse 3 un risque majeur. Donc si vous pouvez répondre sur le fil de discussion, sur le chat exactement, nous avons un petit retour, nous aurons un retour et on échangera là-dessus.
En attendant vos réponses pour les retardataires, vous verrez tout au long des différentes diapos, un mot entouré en jaune va apparaître. Ce mot clé, notez-le, mettez-le de côté, puisqu'à la fin de ce webinaire-là, vous aurez un questionnaire de satisfaction. Et ce mot-clé-là, il va falloir le rentrer pour que les FEDE puissent vous envoyer votre attestation de participation. Donc, vous le verrez plusieurs fois dans les diapos. Donc, n'hésitez pas, notez-le bien pour la fin. Oui, merci Jérémy. On le rappellera d'ailleurs en milieu, voire trois quarts de webinaire, histoire que les retardataires ne manquent pas le coche. Alors, la tendance est arrivée, oui, c'est un risque majeur, hein, c'est une tendance très bien. On ne va pas développer tout de suite, hein, puisque c'est l'objet du webinaire, donc très bien, la bonne réponse c'est la 3, c'est un risque majeur. Le risque routier pour vous ne nécessite pas la mise en place d'actions spécifiques, il suffit de faire respecter le code de la route, ça c'est la réponse 1, doit être évalué au même titre que les autres risques, ça c'est la réponse 2. Vous laissons quelques secondes pour nous faire remonter une tendance. Alors, la tendance arrive, hein. Oui, bon, bien sûr, vous avez raison, c'est la bonne réponse, c'est la 2. Hein. Il doit être évalué au même titre que les autres risques, donc évalué, c'est le document unique d'évaluation des risques. On va y revenir un peu plus longuement dans le déroulé, donc c'est bien ça. Merci. Question numéro 3. Alors, les opérations de chargement, arrimage et déchargement peuvent être réalisées par n'importe quel salarié doté de prudence et de bon sens. Réponse numéro 1. Doivent être confiées à des personnes ayant été dûment informées en amont. Réponse numéro 2. On attend vos réponses. Oui, alors, il y a une tendance, bien sûr, vous avez raison, la tendance, ce n'est pas des opérations anodines, on y reviendra aussi plus précisément, hein, c'est des opérations qui doivent être confiées, bien sûr, réponse numéro 2, à des personnes ayant été dûment informées, formées en amont sur ces opérations de chargement et notamment d'arrimage, hein, qui est un point très important. On y reviendra, bravo, nous allons continuer. Alors, ce qu'il faut savoir, et je vais laisser... La parole à Christophe. Voilà, donc, eh bien, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que le BTP est un secteur d'activité dans lequel le transport des matériaux, des matériels, et comme les déplacements des personnels sont nombreux. Alors ça, c'est pas un scoop. En fait, le risque routier y est donc prépondérant, et les facteurs de risque sont nombreux. Les véhicules qui sont chargés, voire surchargés, des véhicules qui peuvent être anciens, pour ne pas dire vétustes, on en voit encore, des contraintes de temps, l'urgence des plannings, des délais de finition à respecter, des déplacements qui sont parfois longs et fastidieux après une journée de travail. La route constitue la première cause d'accident mortel au travail, tous secteurs d'activité confondus. C'est-à-dire pas uniquement le BTP, mais tous les secteurs d'activité du régime général. Voilà ce que l'on peut dire sur le risque routier un peu en introduction. Et effectivement, comme tout risque, même s'il n'est pas au sein de l'entreprise ou s'il n'est pas au sein des chantiers de l'entreprise, généralement, le risque routier doit être évalué pour permettre la mise en place de plans d'action de prévention adaptés. Il n'y aurait rien de pire que dans un document unique, dire ben voilà, j'ai évalué le risque routier, c'est important, et puis de ne pas avoir d'action corrective derrière pour améliorer la prévention. Qui dit donc évaluation, dit plan d'action. Et puis, ces actions de prévention, elles doivent être adaptées, mises en place et faire l'objet d'évaluations régulières, notamment lors de la révision du document unique. Vous avez mis des actions en place. Est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce que ça apporte
quelque chose? Est-ce que je ne peux pas faire mieux? Est-ce que je ne peux pas aller plus loin? Est-ce que je ne peux pas m'y prendre autrement? C'est quelque chose qui doit être revu régulièrement, comme pour tous les risques. Et puis, bon, vous connaissez les principes généraux de prévention, en fait, hein, éviter le risque, évaluer les risques, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou moins dangereux. Par exemple, on va voir tout à l'heure, on va parler de véhicules et puis d'équipements optionnels de véhicules, tenir compte de l'évolution de la technique, planifier la prévention et donc planifier les déplacements. Voilà, les principes généraux de prévention sont là aussi peuvent facilement être respectés et mis en œuvre dans le cadre d'actions de prévention du risque routier. Merci pour ces explications, Christophe. Alors, n'oubliez pas, avant de passer la parole à Jérémy, n'oubliez pas hein, donc ce fameux mot-clé, hein, le mot secret qui apparaît sur le webinaire. Et puis un dernier point, effectivement, les opérations de chargement et de déchargement et d'arrimage doivent faire l'objet d'une attention particulière. On le verra tout à l'heure, mais circuler avec une charge sur son camion, dans la benne de son utilitaire ou dans l'habitacle de son utilitaire, eh bien, ça n'est pas anodin. Les charges peuvent se déplacer sous l'effet de la vitesse, des virages, des freinages. Et ces charges constituent en fait un risque majeur du BTP. J'en profite pour attirer votre attention sur la petite photo là, qui est en illustration. Vous avez un quai de chantier ou dans un atelier pour procéder en sécurité au chargement et déchargement d'un camion plateau et éviter le risque de chute de hauteur. Voilà, donc risque routier, risque de chute de hauteur, c'est des choses qui peuvent se combiner aussi dans vos plans d'action. Merci, j'étais en avance légèrement, excuse-moi. Voilà, Jérémy. Donc on est là pour vous parler du risque routier. On va ne pas oublier le risque Covid, hein, qui est en plein dans l'actualité. On en a eu encore un exemple hier soir. On y reviendra plus longuement tout à l'heure, mais le risque Covid est toujours présent. Il faut toujours appliquer les gestes barrières et les mesures sanitaires, encore plus actuellement avec cette flambée des cas. Donc on y reviendra plus en longueur tout à l'heure. Très bien, merci. Donc nous allons rentrer dans le sujet des mesures de prévention et des moyens de protection qu'on peut amener par des exemples. Hein. On va vous amener sur des exemples. Donc, alors c'est un constat, je vais vous lire le slide, le BTP est un secteur d'activité dans lequel le transport de matériel et matériaux comme le déplacement des personnels, c'est nombreux, donc ça, bien sûr, hein, on n'invente rien. Le risque routier y est prépondérant, c'est vrai. Alors donc, dans nos métiers, on se déplace énormément, les chantiers sont de plus en plus loin, donc on roule beaucoup, et en plus, hein, contrairement à d'autres secteurs d'activité, on transporte beaucoup de matériaux et de matériel, et ces transports induisent des risques, hein, comme le disait Christophe, aussi importants lors du chargement, de l'arrimage et du déchargement. Alors le risque routier, c'est quoi? On va passer une petite vidéo. Pour aller sur le chantier ou au bureau, on est bien souvent sur la route. Et qu'il y ait beaucoup de rendez-vous, de la pluie, qu'un véhicule ait pris trop de temps à être chargé ou que de grands déplacements pour aller et revenir s'imposent, au bout du compte, si c'est l'entreprise qui est au volant, c'est vous qui conduisez. Alors, comment gérer au mieux les déplacements professionnels? D'abord, c'est organiser ses itinéraires et les calculer pour faire des pauses. C'est toujours vérifier le bon état de son véhicule, connaître son chargement et bien l'arrimer. Et dans tous les cas, on respecte le code de la route. Pas de portable au volant et on adopte toujours les bons gestes. Voilà, donc plusieurs points clés hein, ressortent de cette vidéo. Hein. On va en parler un peu plus longuement dans le déroulé. Christophe, je te laisse la parole.
Alors, évidemment, le risque routier, c'est un risque que l'on a lorsque l'on se déplace avec un véhicule, une voiture, un camion, une moto, donc sur le réseau routier. Du point de vue assurance des risques professionnels, on va distinguer deux choses. On va distinguer l'accident de trajet et l'accident de mission. Alors, l'accident de trajet, un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un accident que l'on peut avoir en se déplaçant entre son domicile habituel et puis son lieu de travail, ou entre son lieu de travail et le lieu où on prend habituellement ses repas. Tous les accidents de trajet ne sont pas des accidents routiers. Vous pouvez avoir un accident de trajet à pied, en montant dans le métro ou en montant dans le bus ou en circulant sur les trottoirs. Mais malheureusement, beaucoup d'accidents de trajet surviennent sur la route. Et puis, on va distinguer aussi les accidents de mission. Les accidents de mission, c'est quand on se déplace dans le cadre du travail entre son entreprise et puis un chantier, entre deux chantiers, entre un chantier et puis un dépôt de l'entreprise ou un dépôt de matériaux où on est allé acheter du matériel complémentaire, ou un déplacement entre l'entreprise et la poste où on est allé poster un courrier recommandé important que l'on voulait adresser à un sous-traitant, à un fournisseur, voire pourquoi pas à son maître d'ouvrage. Voilà. Au niveau assurantiel, pour le salarié qui est victime d'un accident de trajet ou d'un accident de mission, eh bien, il sera indemnisé à peu près il sera indemnisé de la même façon en réparation des dommages. Il y a des petites nuances en termes de, comment dirais-je, de gestion du temps et notamment des droits à congé qui peuvent être ouverts en fait. Et puis pour l'entreprise, lorsqu'il s'agit d'un accident de mission, si votre entreprise est un taux collectif ou mixte, pardon, excusez-moi, individuel ou mixte, l'accident impactera votre taux de cotisation. Dans le cas contraire ou dans le cas d'un accident de trajet, l'accident sera mutualisé avec l'ensemble des entreprises. Un petit détail sur les statistiques qui sont en illustration. Le secteur du BTP représente 14% des accidents du travail qui surviennent en France et 5% des accidents de trajet, 15% des maladies professionnelles. Alors, puisqu'on parle d'accidents de trajet, on voit effectivement que la proportion d'accidents de trajet dans le BTP est un peu plus faible que celle des accidents de travail, mais malheureusement, ça n'est pas réellement parce qu'il y a beaucoup plus d'efforts qui sont déployés dans le secteur du BTP dans ce domaine-là, mais malheureusement, donc je le disais, parce que le secteur du BTP est aussi exposé à de nombreux risques, notamment les risques de chute de hauteur, de manutention, d'écrasement de véhicules. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette petite diapo. Et donc, eh bien, oui, je vais le rappeler, le risque routier doit être évalué pour permettre la mise en place d'actions de prévention nécessaires pour protéger les salariés. Merci Christophe. N'hésitez pas à nous faire remonter alors, vos bonnes pratiques, ce que vous avez mis en place par le chat, hein, le fil de discussion. Nous avons déjà quelques remontées qui sont là, donc on va y revenir. On est nombreux, donc on va essayer d'y revenir sur chaque question. J'en profite pour vous dire que les services de santé, les CIST, les CARSAT, l'OPP-BTP forcément bien sûr, et vos fédérations départementales sont à votre disposition, même après cette semaine de la prévention, pour répondre à vos éventuelles interrogations.
Voilà, alors Pierre-Jean, j'en profite justement pour donner envie aux auditeurs, en fait, aux participants de poser d'autres questions. Il y avait une première question en disant les TMS contractés lors des longues heures de conduite répétées doivent être évalués avec le risque routier ou bien doit-on les prendre à part et les évaluer donc avec un risque de TMS? Bien, écoutez, là, je dirais que d'une certaine façon, peu importe la case dans laquelle on les range, en fait, hein, si vous voulez, peu importe le point d'entrée, ce qui est important, c'est effectivement d'avoir conscience de ce risque-là et puis d'évaluer et de mettre en place comment dirais-je, des actions correctives, des actions de prévention. Vous verrez qu'en fonction de votre réflexion, vous aurez peut-être des idées qui vont être directement liées au déplacement, peut-être éviter les déplacements si on peut, ou bien au véhicule, par exemple, en adaptant le véhicule de meilleurs sièges, par exemple. Voilà, et donc ça va nous orienter nécessairement vers le risque routier, ou bien on pourra décider de faire une étude ergonomique du poste de conduite, et puis à ce moment-là, on sera plutôt dans une démarche de type TMS. Mais l'essentiel, c'est effectivement d'agir. Très bien, merci. On va rebondir avec Jérémy. Donc, pour l'évaluation, on vous l'a rappelé, le risque routier est un risque comme les autres et qui est à évaluer dans le document unique. C'est très important et on va partir des principes généraux de prévention, comme l'a dit Christophe tout à l'heure. Si on a besoin de prendre la voiture, là, malheureusement, on ne peut pas éliminer le risque puisque le risque, c'est justement quand on prend sa voiture. Donc, il va falloir l'évaluer et pour l'évaluer, on va le prendre dans sa globalité. Quand je parle de la globalité, c'est pas que la partie conduite. Ça va être aussi prévoir en amont les chargements, déchargements, sur lesquels on va y revenir tout à l'heure. Mais donc il y a la route, le chargement, déchargement, et idem en arrivant sur chantier et le soir quand on va rentrer. Donc pour prévoir tout ça, on va voir la durée et les amplitudes horaires. Donc, c'est connaître le temps de trajet qu'il va falloir, prendre en compte les horaires auxquels on pourrait passer dans une ville ou dans une autre, hein, avec des heures de pointe où ça pourrait bouchonner. Donc, planification, organisation des missions et des trajets, c'est essayer de trouver le trajet le plus adapté. Planification bien, encore une fois, comme je le disais, c'est essayer de voir ce qui peut être fait, ce que vous allez avoir besoin sur votre chantier pour éviter des trajets inutiles. L'identification des salariés, c'est très important, même s'il n'y a pas d'aptitude particulière à avoir pour de la conduite avec des véhicules utilitaires. Il y a une aptitude pour les chauffeurs poids lourds, par exemple, mais il faut bien identifier ces salariés exposés et si jamais vous avez un doute, revenir vers votre médecin du travail pour parler de la santé de ce salarié-là. Caractéristiques et entretien des véhicules, Christophe en a parlé, c'est voir s'il y a des bons sièges, s'il y a, voilà, l'entretien est bien réalisé pour qu'il n'y ait pas de problème sur les véhicules. L'état du trafic, j'en ai parlé. Et la météo, c'est aussi à prendre en compte la météo. Là, on a de la chance en ce moment, il fait beau, mais sur la météo, il peut y avoir des temps l'hiver où il peut y avoir de la neige ou du gel. Et pour rebondir sur les TMS, quand on parle d'amplitude, il y a des grands déplacements. Et pour limiter ces TMS qui vont être évalués, qui peuvent être évalués dans le document unique, ça va être de prévoir des pauses quand il y a des trajets de plus de 2 heures. Bien prévoir ces pauses-là. Donc maintenant, on va attendre vos retours sur ce que vous avez pu mettre en place dans votre entreprise pour limiter le risque routier. Ça peut être de différentes choses. Ça peut être de l'organisation, ça peut être de la technique ou après de l'humain. L'humain, quand vous avez donné les bonnes formations ou les bonnes informations, technique. Donc voilà, on attend vos retours sur tout ça. Merci Jérémy. Alors,
voilà, comme tu l'as rappelé justement, nous, les préventeurs, nous travaillons sur deux pôles bien distincts. Tout d'abord, les principes généraux de prévention, qui sont la pierre angulaire de la prévention. Donc, les principes généraux de prévention, ça, c'est la condition sine qua non. Et donc, c'est d'un côté les principes généraux de prévention, et de l'autre, un déploiement d'actions de prévention qui découle de ces principes généraux, suivant trois axes, comme tu disais Jérémy et Christophe, comme vous disiez, sur l'axe organisationnel, l'axe technique et l'axe humain. Et là, on va prendre un exemple sur une prévention de type organisation. Donc, voilà, prévenir, alors supprimer supprimer les déplacements inutiles, donc anticiper les besoins, faire livrer directement sur le chantier. Donc ça, c'est vraiment des actions d'organisation, optimiser les tournées. On en a parlé, hein, Jérémy, bien sûr, hein, pour optimiser le chantier, préparer les déplacements avant le départ, l'itinéraire, temps de pause et les aléas de la circulation. N'oubliez pas le mot-clé. Alors toujours en termes d'organisation, nous avons, nous conseillons de proscrire le téléphone au volant. Peu importe les systèmes de communication que l'on peut avoir, même un véhicule d'usine équipé d'équipements libres. On sait très bien que l'usage du téléphone au volant, c'est un risque important au niveau du risque routier. Donc on proscrit le téléphone au volant, on désactive les notifications. On s'arrête pour communiquer, on définit les conditions d'utilisation des équipements par une note de service ou par une volonté du chef d'entreprise. N'hésitez pas à nous faire remonter, ce que vous faites, vos bonnes pratiques, hein, par le fil de discussion. Alors, une petite précision par rapport aux communications. Si jamais votre salarié s'arrêtait sur le bord de la route pour pouvoir répondre au téléphone ou rappeler, bien avoir en tête que quand on répond au téléphone, quand on est au volant, même moteur éteint, c'est sur une place de parking. Parce que sur le bord de la route, ils peuvent être encore verbalisés si jamais ils répondent ou qu'ils passent un appel, même moteur éteint. Très bien, oui, c'est exact. Merci Jérémy. Alors, au niveau de l'entretien des véhicules, c'est un risque majeur, hein, bien sûr. Hein, qui dit risque routier dit véhicule, et l'entretien, c'est primordial. Donc, organiser, hein, le suivi et l'entretien des véhicules, signaler les dysfonctionnements. Je vous lis le slide, fiche d'observation et demande d'intervention. La périodicité des contrôles adaptés à l'utilisation, hein, il faut le suivre. Alors je vais vous faire envoyer le lien pour aller prendre cette brochure de l'INRS, la ED 6055, attention, qui spécifie les points de contrôle sur le carnet de suivi des véhicules utilitaires légers. C'est un très bon produit. Si Vincent va vous l'envoyer par le fil de discussion. Alors, l'aménagement aussi, hein, des véhicules, parce que dans nos métiers, on transporte, on l'avait dit, hein, donc un soin particulier doit être apporté. Hein. Alors, bien sûr, sur le choix du véhicule, par exemple, vous allez changer votre flotte de véhicules vieillissants, vous voulez acheter, je ne sais pas moi, des nouveaux, sans faire de publicité, des nouveaux Renault mascottes, parce que vous êtes plombier, et puis voilà. Alors, il y a une petite interrogation. Les véhicules ne sont pas livrés d'usine, hein, et d'origine avec la cloison de séparation. Hein. C'est quelque chose que vous demandez ou pas. Hein. Ce n'est pas une obligation réglementaire. Donc, si vous voulez enlever cette cloison de séparation qui va séparer votre caisse à outils, enfin l'outillage derrière de devant, vous pouvez le faire. Donc, alors que c'est un élément de sécurité, à mon sens, c'est très important. Bien sûr, nous préconisons les rayonnages, l'aménagement des véhicules fait par des professionnels et non pas fait maison, même s'ils peuvent être bien faits maison. Hein, un aménagement par un professionnel, ça sera déjà
plus optimisé pour le rangement et surtout plus sécurisant en cas de choc. Ils sont soumis à des normes au niveau des crash tests, tout reste en place. Donc rayonnage fait par des professionnels. Les équipements de sécurité passive, bien sûr, de ne pas hésiter à en prendre en option sur des véhicules, des systèmes de sécurité, peut-être un ABS ou un ESP, ou actuellement la technique évolue. Il y a beaucoup d'équipements de sécurité qui sont là. Moi je le vois pour les véhicules maintenant, il y a des correcteurs de trajectoire, donc il ne faut pas hésiter à prendre ça. Après, d'autres fournisseurs proposent des indicateurs de surcharge qui vont prévenir l'opérateur s'il est en surcharge ou pas, soit par un voyant ou par quoi que ce soit. Et certaines entreprises aussi font limiter les vitesses de leurs véhicules utilitaires, parce qu'aujourd'hui vous avez des véhicules utilitaires qui roulent, vous le savez, qui roulent aussi bien et aussi vite que des berlines, donc ils les limitent, ils font des limitations par le constructeur à 110 km/h, voilà, ils limitent leur véhicule. Donc, quelques petits retours d'expérience qui nous font remonter. Vous nous dites qu'il y a beaucoup des vigilances partagées, une meilleure communication dans l'entreprise pour une autorégulation. Il y a des checklists de contrôle qui sont faites régulièrement. Vous nous parlez des problèmes de surcharge pour les véhicules de 3,5 tonnes qui est vraiment présente. Il y a aussi des parcs de véhicules qui sont régulés, pas régulés, mais changés régulièrement. Donc oui, tout ça, ça fait partie des choses à mettre en place, comme quand on parlait des choix des itinéraires, des passes pour autoroute pour éviter les petites routes. C'est aussi des moyens de prévention qui permettent d'améliorer les conditions de circulation. Donc maintenant, je vais vous parler de la prévention du risque toujours. Donc, on parlait de suivre et former les salariés. Il faut s'assurer de la capacité du salarié à conduire les véhicules qui lui sont confiés. Donc, on va reparler du suivi individuel de santé. Donc ça, c'est pour l'ensemble des personnes. Je vous le redis encore une fois, mais pour les véhicules utilitaires légers, il n'y a pas d'aptitude médicale à avoir particulière. Néanmoins, le fait d'avoir une bonne vue, c'est important pour la conduite. Donc, il faut aussi en parler avec vos salariés et en parler avec le médecin du travail si jamais vous voyez qu'il y a un salarié qui aurait une baisse de ce côté-là et vous auriez pu le remarquer au travers de son travail. Vous, encadrants et chefs d'entreprise, c'est les permis de conduire valides à vérifier régulièrement. Donc, quand on parle de vérifier régulièrement, vous pouvez le faire autant que vous le souhaitez. Après, nous, on conseille 1 à 2 fois par an minimum. Si vous avez des périodes de fermeture, par exemple estivale ou pour les fêtes, vous en profitez dans le mois de septembre ou dans le mois de janvier pour vérifier ces permis de conduire. Attention, vous n'avez pas à connaître le nombre de points qu'il leur reste. Si vos collaborateurs sont en capacité de vous montrer leur permis de conduire, ça veut dire que normalement, il est encore valable puisqu'il est encore en leur possession. Et capacité à utiliser tous les systèmes d'aide à la conduite. Vous venez de nous dire qu'il y a des changements réguliers du parc automobile. Bien penser si jamais vous avez fait l'effort de prendre certaines options ou des choses comme ça pour des changements de véhicules, c'est bien faire le tour des différents véhicules avec vos salariés s'il y a des nouvelles options. De façon à ce que, si vous avez investi pour des aides à la conduite, comme des GPS ou des choses comme ça, ou des nouvelles options sur les véhicules, notamment avec des sièges encore plus réglables, n'hésitez pas à faire le tour et à prendre ce temps-là pour informer vos salariés. Ça va leur permettre de faire des meilleurs trajets et pour vous, de justifier aussi votre investissement et leur montrer que vous prenez ce risque-là bien en compte. Prévenir le risque est toujours, c'est s'assurer que les salariés disposent des compétences attendues. Donc là, c'est la vérification des permis aussi.
et prévenir les conduites à risque. Bien sûr, tout ce qui va être alcool ou drogue, c'est interdit. Bien faire attention à ça et en discuter. La prise de médicaments, attention également, puisque voilà, il y a certains médicaments qui vont être contre-indiqués pour la prise de... Après, vous avez le petit pictogramme au-dessus des pilules bleues et rouges. Donc, encore une fois, pour les conduites addictives, vous pouvez en parler avec votre médecin du travail et avec votre service de santé plus généralement, puisqu'il peut y avoir des sensibilisations sur ces thèmes-là. Et quand on parle de sensibiliser les salariés à la conduite apaisée, ce qu'on appelle par conduite apaisée, si vous avez bien géré en amont le trajet, c'est-à-dire bien tout prévoir, prendre un temps plus large pour bien englober les pauses, les salariés vont avoir une charge mentale moins importante pour la conduite, ils vont avoir sans doute le pied un petit peu plus léger et donc rouler de façon, on va dire, un peu plus économique, moins de stress. Et tout ça, au bout du compte, ça sera aussi des consommations sur vos véhicules moindres. Donc, vous assurez et la sécurité et un meilleur rendement aussi pour vous. Donc, ça peut vous faire des économies en termes de consommation sur les véhicules. Merci Jérémy. Alors, je retiens, donc, vous voyez, alors, donc, sur ce slide-là, cette photo, c'est pas une photo tirée d'Internet, c'est une véritable photo qui a été prise en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus précisément dans les Alpes-Maritimes, par un collègue conseiller en prévention de l'OPPBTP. C'est une photo réelle, c'est ce qui se passe réellement. Elle date un petit peu, mais c'est ça. Je rebondis un peu sur une question qui a été posée sur ce grand problème de surcharge sur les véhicules utilitaires. On va y revenir, c'est un problème qui est récurrent, redondant, et on va en parler. Alors, bien sûr que les opérations de chargement, déchargement doivent faire l'objet d'une attention particulière, et d'une attention encore plus particulière au niveau de l'arrimage. On va en parler, parce que charger c'est bien, décharger ok, et arrimer c'est encore autre chose. Donc c'est un tout, c'est chargement, déchargement, arrimage. On va en parler. Envoyez-nous par le fil de discussion, vos bonnes pratiques, ce que vous faites en entreprise, ce que vous en pensez tout simplement. Voilà, je vais passer le slide et on reviendra dessus. Alors, pour rebondir, il y a une petite question sur l'obligation des extincteurs dans les véhicules. Donc, c'est une obligation pour les poids lourds. Il doit y avoir un extincteur. Sur les véhicules utilitaires légers, il n'y a pas d'obligation. Néanmoins, si vous faites l'évaluation des risques complète, c'est faire attention à ce que vous pouvez transporter. Si vous avez des produits inflammables ou si vous transportez des bouteilles de gaz, pour les bouteilles de gaz, déjà, il y aura un aménagement particulier avec une circulation d'air, avec une ouverture haute et basse pour éviter tout risque d'explosion. Et bien sûr, selon ce que vous allez transporter, ça fait aussi partie de l'évaluation des risques et l'évaluation du risque routier. On va vous conseiller forcément d'avoir un extincteur dans le véhicule. Voilà, nous, oui, en dehors de la réglementation, c'est vrai que nous, les préventeurs, nous conseillons un extincteur par véhicule. C'est tout à fait exact. Au niveau du chargement, déchargement, arrimage, et notamment parce que cette question m'interpelle, cette problématique de surcharge constante sur les 3,5 tonnes, c'est un fait. En haut à droite, vous avez une photo de ce qu'on appelle techniquement une plaque de tare. Cette plaque de tare, c'est une plaque qui est obligatoire. Dans le sens réglementaire du terme, elle doit être apposée à l'extérieur du véhicule, sur les véhicules utilitaires légers uniquement, véhicules utilitaires légers, poids lourds bien sûr. Et voilà. Et qu'est-ce qu'elle indique, cette plaque? Elle est faite pour l'opérateur d'abord, pour qu'il ait visuellement des informations. Ça reprend les caractéristiques de la carte grise du véhicule. Donc elle indique le poids à vide du véhicule, en l'occurrence 2 tonnes 200 pour celui-ci, et le poids total autorisé en charge.
charge. La soustraction donne la charge utile que peut transporter le véhicule. Ça, c'est très important. Moi, j'invite les encadrants, les chefs d'entreprise à faire une sensibilisation à leurs salariés, notamment au niveau des véhicules, pour leur rappeler cette notion-là voilà, où un nouvel arrivant qui va arriver là, qui ne le sait pas forcément, il faut absolument que l'opérateur, le chauffeur du camion, sache, avant de prendre la route, combien il peut mettre dans son camion. En poids, hein, donc poids total autorisé en charge, troisième ligne, le PTRA, c'est-à-dire 5,5 tonnes, c'est ce que peut transporter l'ensemble routier, c'est la camionnette plus une remorque attelée, et après, nous avons la longueur, largeur et la surface. Alors voilà, ça c'était au niveau de la surcharge. J'ai un peu insisté sur ce point-là parce que on l'oublie un petit peu. Quand on choisit son véhicule utilitaire quand le concessionnaire, oui, qui est en charge utile, d'accord, donc c'est souvent le chef d'entreprise qui va acheter son véhicule et l'information ne passe pas forcément tout de suite à l'utilisateur premier et d'autant plus à ceux qui vont s'enchaîner derrière. Donc je pense que c'est quelque chose à faire. Après, bien sûr, hein, ça va induire d'autres risques hein, qui sont les risques de chute de hauteur. Hein, Christophe l'a bien rappelé tout à l'heure en commentant la photo, les écrasements, des troubles musculo-squelettiques aussi. Hein, on l'a bien vu. Et le déversement de produits dangereux si ceux-ci sont mal calés et si c'est mal évalué. Alors, justement, pour ce qui concerne le chargement et déchargement et l'arrimage, il est important donc de prévoir des moyens de manutention. Ces moyens de manutention, ils peuvent être, au dépôt, généralement, ils existent. Sur les chantiers, il y a aussi parfois des moyens de manutention qui sont mutualisés avec la grue de l'entreprise du gros œuvre. Ou d'autres équipements qui sont prévus sur place. Il est parfois intéressant d'avoir un petit moyen de déchargement autonome tel que une potence et un treuil électrique qui peuvent faciliter le déchargement de matériel lourd si vous êtes sur des chantiers, on va dire, très éparpillés, pas forcément sur des chantiers organisés où ces moyens de manutention existent. Ce qui est important aussi, c'est de sécuriser la zone de déchargement, notamment si vous êtes amené à vous garer sur le domaine public à proximité de la maison d'un particulier sur lequel vous allez effectivement avoir à faire les travaux, mais aussi sur le chantier, puisque si vous avez des engins qui évoluent autour du véhicule à décharger, eh bien, vous avez nécessairement des risques d'écrasement en fait. Alors, veillez à ne pas surcharger le véhicule, on l'a dit. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas surcharger le véhicule? Il y a, comme Pierre-Jean l'a rappelé précédemment, vous avez la plaque de TAR qui vous donne en fait finalement la charge utile et vous pouvez faire très rapidement une évaluation des matériels et matériaux que vous emmenez régulièrement. Vous savez que si vous emmenez 10 sacs de 25 kg, vous avez déjà 250 kg de charges qui sont pris dans votre véhicule. Si vous êtes plombier et que vous avez des raccords dans tous les diamètres et toutes les formes possibles, et vous allez voir que ça va rapidement peser, et donc vous pouvez déjà évaluer la charge que vous transportez régulièrement dans vos véhicules utilitaires légers. Vous pouvez, une fois que vous avez fait un chargement type, aller auprès d'une bascule ou d'un centre de pesée public pour voir effectivement où est-ce que vous en êtes. Ça vous donnera la charge résiduelle ou pas de votre véhicule. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les constructeurs ne proposent pas encore de série des équipements permettant de mesurer cette charge, mais qu'il existe des équipementiers qui proposent des matériels qui peuvent être montés sur vos véhicules. Et ces matériels, selon leur sophistication, ils vous diront soit de façon binaire si vous êtes en surcharge avec l'allumage d'un voyant rouge par exemple,
ou alors ils vous donneront plus précisément la charge du véhicule, peut-être même en distinguant la charge par essieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la surcharge d'un véhicule peut amener des amendes très lourdes. Ce sont des amendes de 4e classe, je vais vous donner le montant d'une amende de 4e classe, ça va vous rappeler quelque chose parce qu'on en parle beaucoup actuellement, c'est 135 €, mais ces 135 €, ce n'est pas une fois, en fait, c'est par tranche de poids de dépassement. Sur un véhicule utilitaire, la tranche de poids est de 500 kg. Donc, si vous avez 600 kg de surcharge, eh bien, ça fait 2 fois une amende de 235 €. Sur les poids lourds, la tranche est de 1 tonne, pour les poids lourds supérieurs à 3,5 tonnes. Mais bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Hier, vous avez été nombreux à poser des questions en termes de responsabilité. On pourra voir que les conséquences peuvent être bien plus graves. En tout cas, la surcharge est un facteur aggravant avec des risques de perte de contrôle de véhicules dans les virages, avec des risques d'éclatement de pneumatiques sur route ou sur autoroute, et puis également des distances de freinage qui sont largement augmentées, puisque le véhicule étant plus lourd, étant peut-être même parfois trop lourd par rapport à ses capacités, eh bien, nécessairement, la distance de freinage est plus longue. Et puis, on va voir après sur les moyens d'arrimage sur la diapo suivante. Oui, merci. Alors, avant de développer, je réponds à une petite question. Certaines entreprises n'ont pas de plaque de tare sur les véhicules. Alors peut-être que les camions sont passés en carrosserie, donc cette plaque de tare est sur tous les véhicules utilitaires. Et je vais même aller plus loin. Vous savez, quand par exemple, vous avez une berline, une Clio, par exemple, parce que je prends l'exemple, enfin peu importe, que vous transformez de 5 places en 2 places, donc elle passe en carte grise véhicule utilitaire léger, ça devient un VU, hein, c'est plus un VP, ça devient un VU. Elle devrait avoir, elle aussi, une plaque indiquant sa charge utile, une plaque de tare, puisque elle passe en catégorie véhicule utilitaire léger. Donc il n'y a pas que les camionnettes, hein, il peut y avoir des véhicules personnels transformés en VU. Alors au niveau de l'arrimage, bien sûr, l'arrimage c'est une opération sensible, hein, tout à fait. Et alors j'aime pas trop lire les slides, mais je le fais quand même, qui, quand elle est mal réalisée, induit des risques majeurs pendant le transport. Tout simplement, on est en train de parler de risques routiers, donc de choix de véhicules. On va choisir des véhicules avec des sécurités passives, avec des véhicules de dernière génération, contrôle de trajectoire. Enfin, on va mettre tous les moyens dessus. On n'arrime pas bien sa charge derrière, et finalement, en cas de bien sûr de malheur, de choc frontal, c'est finalement, donc on est éventuellement protégé de l'avant, et puis c'est de l'arrière où arrive la catastrophe. Donc oui, l'arrimage est une opération sensible qui doit être faite par du personnel qui est formé. On va en parler tout à l'heure. Il y a plusieurs forces qui s'exercent lors d'un transport de charge, dans n'importe quel véhicule d'ailleurs, hein, que ce soit un plateau, un tolé, un semi-remorque, hein, il y a des forces. Dans une conduite normale, hein, c'est quoi? C'est un freinage à fond, une accélération à fond, un évitement droit, un évitement gauche. C'est ce qu'on appelle une conduite normale. On ne va pas parler de courses sur circuit ou de pistes de 4x4 en Afrique. Une conduite normale, il y a beaucoup de forces qui vont s'exercer. Donc, alors la force de gravité, forcément, qui appuie sur les essieux, et des forces d'inertie, des forces longitudinales et des forces centrifuges sur les côtés. La force d'arrimage combinée à la force de frottement, c'est-à-dire l'état des deux surfaces entre le plateau et la charge, c'est ce qu'on appelle le coefficient de frottement ou la force de friction. Alors, plus elle est importante, moins on aura d'accessoires d'arrimage à mettre. Donc tout ça, c'est pas rien, donc il faut être formé. Donc la force d'arrimage avec la force de frottement, hein, va contrecarrer la force d'inertie.
Arrimer, c'est ça, hein, c'est contrecarrer les forces. C'est par des systèmes d'arrimage, trois grands systèmes d'arrimage, hein, par blocage, hein, c'est-à-dire qu'on va bloquer la charge contre une paroi, hein, contre un tablier, par blocage, par frottement. Quand on passe des sangles d'arrimage justement sur une charge, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on la bride, hein, on la bride sur la remorque, et bien on va accentuer la force de frottement sur le plateau. Donc voilà, et puis après il y a l'arrimage direct. C'est souvent sur les engins de chantier, hein, où on accroche directement avec des accessoires aussi particuliers qui sont normés aussi, hein, les accessoires de levage, où on accroche directement la charge au plateau du véhicule. Donc c'est vraiment voilà, une opération à ne pas prendre à la légère, c'est quelque chose de très important. J'en profite, je pas de publicité, mais parce que c'est là, sur le site de l'OPP-BTP, Prévention BTP, nous avons un petit e-learning rapide d'une vingtaine de minutes, hein, ce qu'on appelle un déclic chargement arrimage en téléchargement gratuit. Moi, je vous invite à le télécharger et à le montrer à vos opérateurs, à faire des sensibilisations là-dessus. C'est très, très intéressant. N'hésitez pas à faire remonter par le fil de discussion, hein, vos interrogations. Hop, et je laisse la parole. Alors, effectivement, tout ce que l'on vous a décrit auparavant répond à une réglementation très, très précise, en fait, hein, puisque comment dirais-je, les modalités de circulation sur le domaine public sont très, très encadrées. Ils sont encadrés d'abord par le code de la route, hein, sur différents articles que vous voyez s'afficher devant vous, pour la conduite, pour la surcharge, pour le chargement et l'arrimage. On a beaucoup parlé de surcharge. Je voudrais insister là, sur cette diapositive en vous parlant, ou en rappelant en fait plutôt, les permis qui sont nécessaires pour conduire des véhicules avec des remorques. Soyez bien vigilants en fait, hein, selon le poids du matériel ou de la remorque que vous avez derrière un véhicule utilitaire. Le permis B ne suffit pas. Si la remorque dépasse 750 kg et si l'ensemble véhicule utilitaire plus remorque dépasse 4 tonnes 25, le permis B ne suffit pas. Il faut à ce moment-là avoir une option, donc le permis BE, qui permet de circuler donc avec ces attelages qui sont plus importants et plus lourds. Et puis après, il y a les permis poids lourds, hein, pour les véhicules qui sont déjà compris entre 3 tonnes 5 et 7 tonnes 5. Bon, je ne vais pas tous les décliner, mais je voulais vraiment insister sur le permis BE auquel on ne pense pas suffisamment. Le code des transports est aussi important, notamment lorsque l'on transporte des matières dangereuses, en fait. Et puis le code du travail, c'est simple, hein, ça tient en quelques mots. L'employeur doit fournir tous les moyens matériels, instruction, formation aux chauffeurs pour assurer sa sécurité et la sécurité des personnes qui pourraient être, comment dirais-je, impliquées par ces actions ou ces omissions. Merci pour ces précisions, Christophe. Très bien, merci. Jérémy, je te laisse la parole. Donc, on va rentrer dans le risque Covid. Donc, encore une fois, n'hésitez pas au travers du chat de nous faire remonter vos bonnes pratiques également, hein, parce que tout le monde doit être impliqué pour lutter contre la propagation, puisqu'on voit qu'actuellement, il y a une flambée. Donc, on a parlé du risque routier et du document unique. Je vous rappelle également que le Covid-19 est un risque à part entière qui doit être évalué dans le document unique.
Donc, pour ce faire, il faut l'évaluer en mettant en œuvre et en vous appuyant notamment sur le guide de l'OPP-BTP qui va vous permettre de trouver les moyens de prévention adéquats à mettre en place sur vos différents chantiers. Vous devez aussi de désigner un référent Covid dans chaque entreprise. Donc, ce référent peut être le chef d'entreprise, mais peut-être aussi un de ses collaborateurs, un chef de chantier. Ils peuvent être plusieurs, ces référents Covid. Il peut y avoir un référent Covid sur chantier, un référent Covid pour la partie administrative. Ça va être à lui que les salariés vont faire remonter, par exemple, tout manquement aux gestes barrières éventuels. Et ce référent Covid doit être formé, puisque c'est lui qui va être amené à faire fonctionner, à faire appliquer les mesures qui vont être prises dans l'entreprise par rapport à ça. Donc, pour prévenir le risque Covid sur les chantiers, donc à l'aide du guide, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, c'est organiser les circulations, éviter le plus possible les personnes qui vont se croiser, réduire la coactivité. Donc, sur des gros chantiers, c'est peut-être moins pratique, mais au maximum, si jamais vous avez des chantiers chez des particuliers, essayez voir avec vos clients si vous ne pouvez pas intervenir après une autre entreprise, mais en tout cas pas à 2 entreprises au maximum du possible. Bien sûr, s'il y a des bases vides, ça va être organiser des roulements pour les repas. En termes d'hygiène, bien sûr, là c'est avoir un point d'eau un peu partout, un par chantier. Le lavage des mains, c'est très régulièrement. En arrivant sur chantier, après les différentes tâches, si jamais il y a eu soit contact entre des collègues, soit ils se sont passés des matériels et qu'ils n'avaient pas de gants, c'est bien sûr éviter tout ce qui va être se toucher le visage ou toucher le masque. Il y a bien sûr le port du masque qui est une obligation. On le rappelle sur chantier, mais aussi dans les véhicules, puisqu'on est sur le risque routier. Le véhicule étant un endroit clos, c'est le port du masque obligatoire pour tous dans le véhicule. Et avec ces chaleurs qui commencent à arriver, au maximum, c'est limiter l'utilisation de la climatisation, puisque ça reste un recyclage d'air, donc privilégier les vitres ouvertes. Merci pour ces précisions, Jérémy, c'est très bien. Pour finir, pour préciser, donc le guide, comme tu l'as dit, de préconisation de l'OPP-BTP, mais je vais demander aussi à Vincent de vous envoyer, on a un petit outil qu'on appelle la boîte à outils Covid-19 sur le site de l'OPP-BTP, où vous aurez des réponses à vos éventuelles questions sur tout ce qui concerne la Covid-19. N'hésitez pas à aller creuser là-bas, on a appelé ça la boîte à outils Covid-19. Si Vincent m'entend et m'écoute, il va vous faire passer le lien. Alors, voilà, je vais vous passer une petite vidéo d'une solution simple, concrète, qui a été faite par un entrepreneur, alors qui est peut-être autour de son écran aujourd'hui. S'il est là, qu'il se manifeste à travers le fil de discussion, puisque c'est un adhérent de la Fédération française du bâtiment. Nous avions des véhicules standards. Alors, le rangement était effectué par chacun sa manière, chacun mettait ce qu'il souhaitait là où il le souhaitait. Il s'agissait d'une énorme caisse à outils avec tout dedans, sans aucun repérage, et donc par conséquent des heures de recherche perdues. Nous avon décidé d'uniformiser nos méthodes de rangement. Cette démarche a été faite lors de diverses réunions avec les compagnons, puisque ce sont les premiers acteurs. Alors ici, on a un tableau qui reprend exactement les codes couleurs des casiers qui sont derrière moi. Quand on rentre dans le camion, on n'a pas besoin de chercher, on regarde le tableau et si on veut les joindre, on sait où est-ce qu'ils se trouvent. Si j'envoie un stagiaire ou un intérimaire ou même un apprenti, même si c'est son premier jour de travail, si je lui dis va chercher les joints en 12-17, il y va tout de suite, il n'y a pas à chercher dans n'importe quel casier.
Et ce que j'ai pris, je le note sur le bon, que je donne au magasinier le soir. Et le lendemain, je le remets dans le camion. Cette démarche a permis de ranger les véhicules et par conséquent d'apporter un complément essentiel au système QSE d'entreprise. Éviter de faire des allers-retours sans cesse aux véhicules, donc sur les chantiers, ce qui peut occasionner des chutes de plein pied. On évite également tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, puisque le port de charge est moins fréquent. Le risque routier est également diminué, puisque les charges ne se baladent plus dans le camion, mais sont arrimées, rangées et stockées correctement. Je sais exactement ce qu'il y a dans le camion. Enfin, je peux partir tranquillement en dépannage et j'aurai ce qu'il faut pour réparer, quoi. Alors voilà une action concrète. Alors j'attendais le fil de discussion, non, ben donc le chef d'entreprise n'est pas là. Enfin, c'est bien. Alors, qu'avez-vous retenu? Ça, c'est une bonne question. Qu'avez-vous retenu? Nous allons vous poser quelques questions à travers les slides suivants. Vous répondez. Bon, c'est assez simple. N'oubliez pas le mot secret qui va vous permettre de valider votre participation à ce webinaire qui va apparaître. C'est la dernière fois qu'il va apparaître, donc je vous conseille de le noter quand vous. Hein, et donc je rappelle, il est jaune, il n'a rien à faire, il est écrit en couleur jaune, il n'a rien à faire dans le déroulé. Donc notez-le parce qu'il vous servira hein, pour valider votre participation. Alors. Le risque routier, question numéro 1, le risque routier doit systématiquement figurer dans le document unique d'évaluation des risques. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est faux? Nous allons attendre la tendance, nous sommes nombreux aujourd'hui, nous allons attendre la tendance qui va revenir, hein, donc ça va être... Bon, très bien, bien sûr, hein, la tendance est vraie, le risque routier doit systématiquement figurer dans le document unique d'évaluation des risques, on en a parlé assez longuement, hein, c'est une obligation. Question numéro 2. Alors, je dois joindre rapidement un collaborateur en route pour un chantier. Réponse numéro 1, je l'appelle sur son téléphone professionnel jusqu'à ce qu'il réponde. Réponse numéro 2, je lui laisse un message pour qu'il me rappelle au prochain arrêt. Réponse numéro 3, je l'appelle durant son trajet en sachant qu'il a un kit main libre. Donc on va attendre la tendance. La tendance. Ben oui, hein, donc il y a une très bonne tendance. Hein. La tendance, je lui laisse un message hein, pour qu'il me rappelle au prochain arrêt. Hein, voilà. Nous déconseillons l'usage du téléphone, y compris en kit main libre dans les véhicules. On en a parlé, vous l'avez retenu et vous l'avez retranscrit. Donc bravo. Question numéro 3. Donc les forces s'exerçant sur une charge au cours d'un freinage ont tendance à la déplacer vers le côté du véhicule, réponse 1, vers le plafond du véhicule, réponse 2, ou vers l'avant du véhicule, réponse 3. Nous attendons. Oui, bien sûr, la tendance est bonne, vous l'avez bien compris, hein, c'est vers l'avant du véhicule en cas de freinage, c'est vers l'avant du véhicule. Je reviens sur ce, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, j'insiste un petit peu sur ce déclic chargement arrimage que nous avons fait à l'OPPBTP, il est excellent, quoi. Vous verrez, ça explique très bien avec des vidéos, c'est excellent. Bravo en tout cas, c'est très bien. Question numéro 4. Du fait de la pandémie de la Covid-19, le port du masque dans les véhicules est obligatoire. Réponse numéro 1, dans tous les cas de figure. Réponse numéro 2, uniquement pour les personnes assises à moins d'1 mètre les unes des autres. Réponse numéro 3, pour le chauffeur uniquement. Réponse numéro 4, pour toutes les personnes présentes à bord si le chauffeur n'est pas l'unique passager. Et c'est Jérémy qui vous donnera la bonne réponse. D'avoir la tendance. Une question nous a été posée en limitant la coactivité par rapport au Covid. Il y a une augmentation des travailleurs isolés. Donc, les travailleurs isolés, c'est un risque. C'est le maximum, éviter que ça arrive. Après, forcément, vous n'allez pas envoyer 2 salariés
sur un chantier qui n'en nécessite qu'un seul. Après, pour limiter ça, il y a des systèmes comme des bips où les salariés doivent appuyer régulièrement, ou après un système aussi plus simple si ce n'est pas des choses très régulières, c'est un échange régulier au téléphone avec les salariés qui peuvent être isolés. Après, si vous avez quelque chose à rajouter, oui, Christophe. Si les salariés exercent une activité particulièrement dangereuse, il existe des dispositifs d'ATI, en fait, qu'on appelle plus simplement détection mort, en fait. C'est un dispositif qui est porté par le salarié. Si le salarié n'est plus en position verticale, eh bien, ça alerte directement une centrale téléphonique. Ce sont des matériels qui sont bien connus et facilement disponibles. Ils sont bien connus, notamment des veilleurs de nuit, des gens qui font des rondes ou des gens qui travaillent dans des milieux isolés par essence même de leur activité. Donc on a les réponses et les tendances, c'est 1 et 4. Alors la 4 est vraie, la 1 non, puisque dans tous les cas de figure non, si vous êtes seul dans un véhicule, le port du masque n'est pas obligatoire puisqu'il n'y a qu'une seule personne dans le véhicule. Après, dans tous les cas, je ne voulais pas préciser, mais il y aura aussi, si les véhicules sont partagés à plusieurs, ils ne sont pas attitrés, il y aura la désinfection aussi des véhicules à mettre en place pour penser aux collègues qui viendra après. Merci Jérémy, c'est très bien. Donc nous avons terminé ce webinaire. Vincent va vous envoyer le lien du questionnaire de satisfaction, sur lequel, je le répète, on a insisté là-dessus, ceux qui ne l'ont pas retenu, dommage, mais on ne peut pas vous le dire par contre, on a des consignes assez strictes. Donc ce questionnaire de satisfaction, donc le lien va apparaître, il va falloir cliquer dessus, le remplir, mettre le mot-clé, et après la Fédé nationale ou vos Fédés départementales vous enverront votre attestation de participation. Moi, je voulais tout d'abord vous remercier, vous les participants, d'avoir pris le temps, d'avoir été là. Voilà, on a beaucoup de travail, vous arrivez à vous détacher un petit peu sur le risque routier. Ça montre donc votre intérêt sur ce risque. Moi, j'étais très content d'animer avec vous. Merci de votre participation. Je remercie bien sûr mes collègues, les précisions chirurgicales de Christophe et l'apport médical de Jérémy. J'ai apprécié, c'est très bien. Je remercie aussi l'homme de l'ombre, celui qu'on ne voit pas mais qui se débrouille comme un chef, parce que ce n'est pas évident en back-office de prendre tous les messages. Il a été noyé par un certain moment, donc il n'a pris que quelques-uns.